Moi, ce que je conseille aux auditrices et aux auditeurs, c'est d'y aller en fait. L'intelligence artificielle, c'est pas un mur, c'est une porte. Faut y aller, c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est peut-être le truc qui fait qu'ils vont réussir à se déployer, à grandir plus vite. Et je pense vraiment qu'il faut penser que c'est une opportunité. Lui, c'est Bruno Lussato, chef d'entreprise, ambassadeur du plan national Osélia. Et moi, je suis Lise Barcellini, journaliste, passionnée de rencontres et d'innovation. Vous vous demandez comment on fait du business avec de l'IA ? Vous êtes au bon endroit. Installez-vous et montez le son. Vous écoutez, il y a encore du taf. Bonjour Bruno. Bonjour Lise. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. On est lundi, il est 10h30. Depuis le réveil, est-ce que vous avez utilisé l'IA, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle ? Et si oui, c'était pour faire quoi ? C'est une très bonne question parce qu'il se trouve que j'ai utilisé déjà plusieurs fois l'IA depuis le réveil. J'ai utilisé l'IA ce matin pour me renseigner sur les dernières actualités en lien avec l'intelligence artificielle. Car il se trouve que sur LinkedIn, je poste très régulièrement tout ce que je peux croiser en termes d'actualité relative à l'intelligence artificielle. Et voilà, ce matin, je faisais des recherches avec une IA qui s'appelle Perplexity. On pourra en reparler plus tard. Qui m'expliquait un petit peu les grandes actualités récentes autour de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai déjà utilisé comme ça. Et j'ai dû l'utiliser également pour m'aider à rédiger un contrat. C'est les deux usages que j'en ai fait ce matin. Et avant de pouvoir utiliser l'IA générative, avant que ça existe, vous auriez fait comment ? Avant, alors pour être honnête avec vous, avant je n'aurais fait aucune de ces deux tâches avant qu'on se voit. J'aurais juste pas eu le temps. Je me serais dit, tiens, il faudrait que je fasse ce contrat, mais je n'ai pas le temps. Et il faudrait que je fasse cette veille et j'essaierai de la faire plus tard dans la journée. Et peut-être que je l'aurais fait. Vous êtes donc fondateur d'Eliosor IA. Comment votre parcours vous a amené jusque-là ? Ça fait maintenant presque 13 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé en 2013 avec mes deux frères à créer une start-up qui s'appelait, comme vous l'avez dit, Wistiki. C'était des petits trackers pour retrouver ses affaires. Peut-être que vos auditeurs connaissent le AirTag de Apple. Voilà, c'était un peu l'ancêtre du AirTag, un petit capteur qu'on accroche sur ses clés et depuis une application smartphone, on peut ainsi géolocaliser ses clés et les faire sonner. C'était avant que le AirTag d'Apple existe ? C'était presque 10 ans avant que Apple ne lance son AirTag. C'est une startup qui a très bien fonctionné commercialement. On en a vendu plus de 1 million de ces petits trackers qui étaient designés par Philippe Stark à l'époque, jusqu'à ce que justement Apple se lance pendant le Covid, et là ça a été compliqué. Là l'aventure s'est arrêtée à ce moment-là. On a eu un enchaînement de choses qui a fait que l'aventure a dû s'arrêter, notamment l'arrivée d'Apple et le Covid qui ont fait que l'aventure s'est terminée à ce moment-là, mais ça a été une aventure extraordinaire qui a duré quasiment 10 ans. On a eu beaucoup de salariés, on s'est déployé dans une 50aine de pays et c'était une aventure extraordinaire. Qu'est-ce que vous en retenez de cette aventure de Wistiki ? J'en retiens que je suis entrepreneur. J'ai adoré en fait l'idée. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est d'identifier des problèmes et d'y répondre par l'innovation. C'était ce qu'on faisait avec Wistiki. Voilà, les gens sont étourdis et par l'innovation, on a cherché à les accompagner, à les aider. Je rappelle que selon vos chiffres, vous avez eu 1 million d'utilisateurs de Wistiki pendant cette période et vous avez levé 10 millions d'euros auprès d'investisseurs plus ou moins prestigieux. Parmi les plus prestigieux, il y avait Xavier Niel, Stéphane Richard, la famille Bouygues notamment. Donc vous avez appris que vous aimiez entreprendre et donc qu'il fallait continuer l'aventure de l'entrepreneuriat. Exactement. Enfin, on va dire que je me suis pas dit qu'il fallait continuer à entreprendre, mais en tout cas très naturellement, j'ai continué dans l'entrepreneuriat. C'était assez naturel pour moi. Modulo des petites pauses entre mes aventures, parce que c'est quand même quand on part sur une aventure de quasiment 10 ans et que ça s'arrête, on n'en ressort pas forcément indemne. C'est pas forcément évident de repartir instantanément, mais après une petite pause personnelle pour prendre du recul face à tout ça, je suis reparti. Dans la seconde aventure que vous avez mentionnée, qui était Eliosor,
et non pas Eliosor IA, qui est la dernière société. Mais Eliosor, c'était une fintech, une société qui permettait aux primo-accédants d'avoir accès à du capital pour financer leur premier bien immobilier. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais lever des fonds d'investissement, et en fait, ces fonds d'investissement allaient co-investir auprès des primo-accédants pour leur permettre d'avoir un apport personnel. Et voilà, un primo-accédant qui voulait acheter par exemple un appartement qui coûtait 500 000 euros à Paris et qui n'avait que 10 000 euros, peut-être que une banque dans un premier temps lui aurait dit bah non, c'est pas possible parce que t'as pas assez d'apport. Donc du coup, ce primo-accédant venait nous voir et nous disait voilà, ben moi j'ai besoin de 100 000 euros. Aidez-moi à amener ces 100 000 euros. Donc nous, on amenait ces 100 000 euros au capital de son bien immobilier, et ainsi il pouvait devenir propriétaire de son bien immobilier, et nous on possédait une petite part de son logement, et il avait 10 ans pour soit nous racheter, soit revendre son bien immobilier. Voilà. Ça, c'était la deuxième aventure. Et comment cette aventure s'est terminée ? C'est assez particulier la manière dont cette aventure s'est terminée, car en fait, ça a cartonné commercialement, tant d'un point de vue des primo-accédants, qui étaient fans de l'offre, parce qu'en fait, c'est très compliqué aujourd'hui d'accéder à la propriété immobilière de manière générale, et encore plus dans les grandes villes comme Paris. Et ça intéressait énormément les investisseurs aussi, qu'on mettait dans nos fonds d'investissement, parce que ça leur permettait finalement d'investir dans des biens immobiliers résidentiels sans gestion. Donc ça intéressait tout le monde. J'ai décidé moi-même de mettre fin à cette aventure, alors même que c'était en train de démarrer très vite, pour des raisons éthiques et intuitives. Je vais vous préciser ma pensée. Comme je vous l'ai dit, les primo-accédants avaient 10 ans pour revendre leurs biens ou nous racheter. Mais vu que ce mécanisme était complètement innovant, il n'y avait aucun historique sur d'autres personnes qui auraient pu faire la même chose. Et j'ai eu l'intuition, et l'avenir me le dira, parce que il y a d'autres gens, il y a d'autres acteurs qui le font aujourd'hui. J'ai eu l'intuition que ce serait pour beaucoup de primo-accédants parfois très compliqué de racheter ma part 10 ans plus tard, ou alors de revendre leur bien immobilier. Or, moi, mes investisseurs, 10 ans plus tard, ils veulent récupérer leur argent. Et je m'engage à ce qu'ils puissent récupérer leur argent. Donc j'avais identifié qu'il était possible, voire probable, que 10 ans plus tard, je doive être la personne qui potentiellement doivent mettre des gens dehors, en fait. Leur dire, écoutez, vous pouvez pas me rembourser, mais du coup, il faut que vous sortiez de chez vous. Donc, si vous voulez, sur le papier, le produit était extraordinaire parce que je permettais aux gens d'accéder à la propriété immobilière, mais je voulais pas être la personne qui leur permette d'accéder à la propriété immobilière et ensuite de les jeter de chez eux. C'était pas l'idée. Et je percevais un risque. Et donc, du coup, c'est pour des raisons absolument 100% éthiques que j'ai décidé d'arrêter cette aventure, parce que commercialement, ça marchait bien. Et d'ailleurs, d'autres acteurs aujourd'hui le font, et je crois que ça marche bien pour eux. Voilà. Aujourd'hui, du coup, vous êtes à la tête d'Eliosor IA. Pourquoi vous avez fondé ce cabinet de conseil ? Et d'ailleurs, c'était quand que vous l'avez fondé ? Eliosor IA, c'est un cabinet de conseil que j'ai lancé en 2019. Depuis 2019, déjà en parallèle des aventures entrepreneuriales dont je vous ai parlé, j'accompagne des dirigeants. J'ai été beaucoup contacté, je le suis encore, sur des dirigeants qui lèvent des fonds, par exemple, et qui veulent être accompagnés sur des sujets de levée de fonds. Donc au début, je coachais les dirigeants plutôt sur des sujets un petit peu type levée de fonds. Et très rapidement, ça s'est transformé en du coaching en intelligence artificielle. Avec l'arrivée de ChatGPT notamment, ça s'est accentué, et je me suis retrouvé en fait à accompagner des décideurs, des dirigeants, à appréhender cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle générative, pour comprendre comment ils pouvaient intégrer ça à la fois dans leur quotidien personnel, dans leur quotidien professionnel et dans leur organisation. Donc en fait, Eliosor IA, ça a démarré un peu par du coaching de dirigeants en réalité. Donc les besoins sont venus du terrain, et finalement vous avez ça a démarré de structuré votre offre. Oui. À travers les besoins que vous repériez absolument, auprès des dirigeants. Absolument. Ça a démarré de manière complètement informelle, et j'étais coach de dirigeants alors même que je dirigeais déjà les boîtes dont je vous parlais précédemment que j'avais créées. Donc ça a démarré comme ça de manière complètement pas structurée, quoi. Le besoin est venu du marché, et là ça a complètement explosé évidemment avec l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022. Où là, en fait, la demande a explosé. J'ai accompagné beaucoup plus de dirigeants, et le scope de mon activité s'est complètement élargi. Et j'ai commencé à faire également de la formation en intelligence artificielle. Eliosor aujourd'hui est un organisme de formation Calliope, et également du conseil en intelligence artificielle, des audits en intelligence artificielle. On va dans les organisations regarder tous les processus, tous les cas d'usage des salariés. Et on va regarder en face de chaque processus, de chaque cas d'usage, s'il y a des outils d'intelligence artificielle générative qui peuvent leur permettre de gagner en productivité.
On a l'impression, en tout cas quand on va sur LinkedIn, que tout le monde fait un peu ça en ce moment. Je me fais l'avocat du diable. Tout le monde propose des formations IA, accompagne des entreprises. C'est le truc à la mode ou c'est quelque chose qu'on peut vraiment structurer et faire durer ce business? Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens qui utilisent un petit peu les outils d'IA générative au quotidien peuvent percevoir le potentiel de disruption qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on interagit avec un ordinateur, avec du langage, et il nous répond avec du langage. On peut demander à une intelligence artificielle d'analyser un énorme document, il va nous sortir l'information. On peut, comme je vous le disais, rédiger des contrats, des newsletters, enfin on pourra en parler plus tard, mais il y a énormément de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et du coup, cette automatisation est une disruption. Et donc du coup, forcément, ça génère des comportements de la part des dirigeants où ils se disent comment je peux intégrer ça dans mon entreprise. Et il est normal du coup qu'ils se fassent accompagner parce qu'en fait je pense que le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle générative, c'est pas tant la technologie que la pédagogie. Expliquer quel outil utiliser, pourquoi, comment bien parler à une intelligence artificielle. Et en fait, si on ne sait pas bien faire ça, l'intelligence artificielle générative est potentiellement une arme qui peut se retourner contre nous. En fait, c'est un outil qui est très puissant. Et si on l'utilise mal, ça peut mal nous répondre. On peut diriger l'arme quasiment contre nous aussi. Donc, je pense que c'est très important de se former, de se faire accompagner dans cette démarche-là. Oui, je pense vraiment. Du coup, quand vous accompagnez des clients, une fois que ils ont compris comment ça marchait, qu'ils ont intégré l'IA dans leur organisation, vous devez trouver un nouveau client. Vous voyez, quel est votre business model pour avoir des clients à accompagner en permanence? Si vous faites bien votre taf, ils ont plus besoin de vous. Complètement, c'est juste. Alors, le business model est le suivant. Globalement, il y a 3 grandes offres. Il y a l'offre de coaching de dirigeants, qui est l'offre historique. Et cette offre-là, c'est des dirigeants qui ont des requêtes très précises, très particulières par rapport à leur propre quotidien. Et je vais les accompagner en continu, toute l'année. Et au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux outils d'intelligence artificielle générative qui pop-up, qui arrivent, ils seront constamment au courant de ces nouveaux outils. Et même si j'ai bien fait mon travail de coaching, je peux pas anticiper les nouveaux outils qui vont arriver quelques mois plus tard. Et donc du coup, ce coaching est en continu parce que je les accompagne sur tous les nouveaux outils. Ensuite, il y a une deuxième offre qui va être une offre plus de type qu'on appelle un peu diagnostic, où pour ces mêmes dirigeants ou alors décideurs dans des grandes organisations, on va aller regarder dans une business unit, dans un département ou au sein même d'une entreprise, on va aller regarder tous les cas d'usage, tous les processus qu'on va pouvoir automatiser avec de l'intelligence artificielle générative. Ça, c'est la deuxième offre qu'on va avoir. Et enfin, la troisième offre, c'est une fois qu'on a identifié tous les cas d'usage, on va aller former les équipes en une journée, à prendre en main les outils d'intelligence artificielle générative sur la base des cas d'usage qu'on aura identifié. Est-ce qu'on peut prendre 1 ou 2 cas d'usage? Bien sûr. Alors déjà, avant de vous répondre, je tiens à préciser que à chaque fois, c'est vraiment des cas d'usage qui sont complètement sur mesure. Donc là, je vais peut-être prendre des cas un petit peu plus génériques, forcément. Mais la valeur ajoutée de ces diagnostics, c'est vraiment d'aller dans la granularité du quotidien des gens pour comprendre vraiment comment, de manière harmonieuse, intégrer des outils d'intelligence artificielle générative et sans que ce soit invasif, même dans les systèmes d'information. On essaie de rester très light pour qu'on puisse mettre de l'intelligence artificielle de manière simple dans les organisations. Mais pour vous répondre, je pense que des choses assez universelles, tout ce qui touche au commercial, à la prospection commerciale, je pense que dans la plupart des organisations, il y a des sujets de prospection commerciale. Aujourd'hui, on peut faire des choses absolument extraordinaires en termes de prospection commerciale. On a des intelligences artificielles qui peuvent nous automatiser l'identification des leads. On a des intelligences artificielles qui peuvent ensuite aller toutes seules chercher des informations sur ces leads, des actualités sur ces leads, potentiellement des interviews sur ces leads, qui peuvent ensuite faire des mails de prospection sur la base des informations qui ont été récupérées. Donc par exemple, une intelligence artificielle qui dit bonjour Intel, je vois que vous venez de faire une interview dans tel article où vous dites ça et je suis aligné parce que. Et ce processus, on peut l'automatiser sur des milliers de personnes. Si ces personnes nous répondent, on peut automatiser la réponse. Donc vous voyez, on peut aller très très loin dans le processus d'automatisation et de personnalisation de la prospection. Donc ça c'est un exemple, c'est la prospection. On peut, sur tout ce qui touche au marketing et à la communication, on peut automatiser des newsletters.
Une newsletter, elle peut être complètement automatisée avec de l'intelligence artificielle générative. On va pouvoir automatiser la conception d'un site internet. Tout un site internet, aussi complexe soit-il, peut être automatisé par de l'intelligence artificielle, avec des bases de données. Et je pourrais comme ça parler longtemps. On peut aller automatiser la conception d'une publicité vidéo de type cinématographique. Une publicité comme vous les voyez au cinéma, vous voyez des grandes publicités de parfums. Ce type de publicité peut être réalisé aujourd'hui. Alors, il faut utiliser les bons outils d'intelligence artificielle générative, d'où l'intérêt des formations, mais ça peut être fait aujourd'hui avec des intelligences artificielles génératives qui vous coûtent quelques dizaines d'euros. Je ne peux m'empêcher de penser à l'humain dans tout ça. Quand vous allez dans des entreprises, c'est pour, à terme, supprimer des postes. On parlait d'éthique tout à l'heure. C'est quoi votre vision par rapport à ça ? Non, mais c'est une question qui est hyper intéressante. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est pas juste un sujet business, hein. C'est tellement vaste comme révolution qu'on est sur un sujet sociétal, philosophique, éthique, plus généralement. Donc ça pose ces questions. À partir du moment où on commence à automatiser des tâches des gens au quotidien, on peut légitimement se demander... Est-ce que les gens peuvent me disent d'ailleurs parfois, hein, mais attends, je suis en train de perdre mon travail là potentiellement. Alors j'ai plusieurs choses à répondre. Première chose, c'est que c'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre votre travail. C'est celui qui utilise l'intelligence artificielle. Premier angle de réponse. L'intelligence artificielle aujourd'hui n'a pas de capacité de prendre de décision, n'a pas d'intuition. Voilà, l'intelligence artificielle, elle a la capacité à traiter de grosses quantités de données rapidement. Mais il faut toujours des humains pour les appréhender et pour prendre les décisions. Il n'y a aucune raison que l'intelligence artificielle prenne votre travail. Par contre, si votre concurrent s'empare de l'intelligence artificielle avant vous, peut-être que lui va prendre votre travail. Donc vraiment, c'est comme ça que je l'appréhende aujourd'hui. Après, il y a un second angle de réflexion. Si on dézoome un petit peu et qu'on réfléchit à l'échelle de l'histoire, c'est vrai que toutes les grandes révolutions, depuis la machine à vapeur, depuis l'électricité, depuis Internet, génèrent une forme de ce qu'on appelle, peut-être vous connaissez la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter. En fait, dans chaque grande révolution, il peut y avoir de la destruction de valeur et une plus grande création de valeur. Donc, c'est vrai que de manière ponctuelle sur certains jobs, il peut y avoir ce phénomène-là. Il peut y avoir ce phénomène on a des jobs qui vont, mais on a des jobs non pas qui vont s'auto-détruire entre guillemets, mais qui vont profondément se transformer. Et d'un autre côté, on a des nouveaux jobs qui vont apparaître de nulle part. Aujourd'hui, on a des jobs qui apparaissent, des éthiciens de l'intelligence artificielle, on a des prompt ingénieurs, on a des experts de la qualité de la donnée, parce que la qualité de la donnée, c'est un peu le nerf de la guerre derrière les intelligences artificielles. Donc, c'est intéressant d'observer que dans la révolution en cours, on a un petit peu ce phénomène de destruction créatrice, mais qui est un petit peu, je trouve, d'une certaine manière minimisé. En réalité, moi, je trouve pas qu'aujourd'hui, on assiste à une destruction de jobs, peut-être, contrairement à d'autres révolutions. Je trouve qu'on assiste à une transformation majeure en profondeur des métiers. Mais moi, je le vois bien en formation. Quand je vais former des équipes, je vois bien qu'à la fin de ma formation, le job des gens n'a pas été détruit. Il a été transformé. Je leur ai expliqué comment, avec l'intelligence artificielle générative, ils peuvent être plus productifs, ils peuvent déporter du travail à faible valeur ajoutée vers du temps à plus forte valeur ajoutée. Leur métier est resté intact, ils sont plus productifs, mais par contre l'intelligence artificielle générative les a aidés à faire la transition, en fait. Donc c'est ça que j'observe dans mon quotidien. Est-ce qu'il y a encore des dirigeants d'entreprise, soit des très grosses boîtes, des plus petites boîtes, des TPE, qui hésitent à adopter l'IA dans leur organisation? Et si oui, quels conseils vous leur donneriez? Évidemment. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui hésitent et c'est normal. Alors moi, le conseil que je leur donne, c'est d'y aller. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais je pense sincèrement que c'est dans leur intérêt d'y aller. Et pourquoi ? Dézoomons un petit peu. Qu'est-ce que ça fait, l'intelligence artificielle générative ? À quoi ça sert en fait ? L'intelligence artificielle générative, ça automatise les tâches les plus rébarbatives, les plus chronophages. Toutes ces tâches, l'intelligence artificielle générative a la capacité de les automatiser. Quand vous devez lire des énormes quantités de documents pour aller chercher une information, ça peut être automatisé. Vous avez des gros documents de procédures, de rédaction juridique, vous pouvez les automatiser. Si je vous dis que pour chacun de vos salariés, vous pouvez aller prendre les 2-3 heures de leurs tâches les plus rébarbatives, les plus chronophages,
les automatiser avec de l'intelligence générative, et ces 2-3 heures du coup qu'on a dégagées dans leur quotidien, eh bien on peut aller vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, avec plus de créativité, plus de stratégie. Mais ça intéresse tout le monde en fait. Mais c'est pas nécessairement les mêmes collaborateurs, les mêmes salariés qui sont en capacité et en compétence de faire des tâches qui maintenant sont remplacées par des outils IA et des tâches plus créatives, comme vous dites. Mais c'est là où je disais que l'intelligence artificielle générative crée quand même un bouleversement dans les métiers. Je ne dis pas le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, quand on va voir, je sais pas, le membre d'une équipe marketing par exemple, et on lui explique comment il peut automatiser énormément de tâches de son quotidien, clairement, à la fin de la journée, son métier, il a changé. Et c'est en ça que je dis que l'intelligence artificielle est aussi l'outil qui leur permet de faire la transformation de leur propre métier. C'est sûr que les métiers se transforment. Je pense, moi, mon intuition, c'est que dans le futur, on va tous devenir des managers. On va tous manager des IA, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, les métiers évoluent, mais la chance qu'on a, c'est que l'intelligence artificielle générative est un tel vivier de savoir, entre guillemets, et c'est tellement accessible à tous, que du coup, tout le monde, en utilisant bien les outils d'intelligence artificielle générative, peut prendre en main la transition de son travail, en fait. Bruno, je retiens donc cette phrase, les métiers se transforment. Du coup, vous, comment l'IA a transformé votre métier? On a dit tout à l'heure que vous avez commencé dès 2019 à faire du coaching auprès de dirigeants. Comment votre approche du coaching et de la formation a évolué entre 2019 et maintenant, grâce à l'IA? Mais c'est même plus une évolution, c'est une disruption. C'est une disruption. Est-ce que j'utilise vraiment l'intelligence artificielle? J'allais dire pour tout, mais c'est pas vrai. Je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour tout. Vous mettez des lignes rouges? Pas forcément des lignes rouges, mais alors oui, des lignes rouges, mais pas que des lignes rouges. Tout simplement, l'intelligence artificielle n'est pas pertinente pour plein de tâches. Moi, typiquement, c'est moi qui prends toutes mes décisions. J'ai jamais délégué une décision à une intelligence artificielle. Mais pour vous répondre, j'ai mis l'intelligence artificielle dans tellement de processus de mon quotidien que c'est pas facile de vous répondre comme ça. Mais tout mon processus commercial, évidemment, est géré par une intelligence artificielle. Tout mon processus de veille marketing est géré par une intelligence artificielle. Tout ce qui touche à la conception de mes sites internet, évidemment, sont conçus par des sites internet. Mais par des intelligences artificielles, excusez-moi. Mais tout ça, ça veut pas dire que je ne travaille pas. Et je pense que là, c'est très important là, de faire un petit zoom là-dessus. Parce que je pense que la plupart des gens pourraient se dire, ah oui, mais du coup, il y a rien à faire, en fait. Mais non. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est que avant, pour faire tout ça, j'aurais dû avoir une équipe de 15 personnes. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 50 intelligences artificielles que j'ai conçues. Chaque intelligence artificielle gère une sous-tâche d'une autre tâche et tout ce système évolue constamment par rapport aux dernières technologies. Donc, pour mettre en place ce système, il faut avoir une compréhension très fine de son métier. Et oui, on pourrait aller très loin comme ça dans l'automatisation de ce que j'ai mis en place dans mon quotidien. Quand j'accueille un stagiaire, par exemple, là, je vais accueillir un stagiaire dans pas très longtemps. Bon, il y a toute une documentation d'onboarding. Dans toute organisation, il y a un peu un onboarding des nouveaux venus. Eh bien, cette documentation, on peut l'automatiser avec une intelligence artificielle générative. Mais oui, cette documentation, il faut lui donner la bonne donnée d'entrée. Elle se fait pas toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas allé sur ChatGPT, je lui ai dit, je suis pas allé sur ChatGPT dire à ChatGPT, j'ai un stagiaire qui arrive, fais-moi une documentation d'onboarding. Ça va me donner quelque chose de très générique et inutile. Vous avez fait comment alors? J'ai été très attentivement chercher dans ma propre documentation interne toute la donnée dont il pourrait avoir besoin. Ensuite, toute cette donnée, je l'ai agrégée dans une sorte de drive. Et ensuite, j'ai été chercher une intelligence artificielle qui a la capacité de traiter des grosses quantités d'informations. Au passage, c'est pas ChatGPT, c'est NotebookLM, pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, il faut aller travailler le prompt. Donc le prompt, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'instruction, tout simplement, qu'on va donner à l'intelligence artificielle. Et ce prompt, moi, il m'arrive, cette instruction, de la travailler pendant 45 minutes, pendant 1 heure. C'est pas magique, c'est ça que vous voulez dire aux auditeurs. C'est pas magique, il y a une règle de l'art pour bien prompter. Donc c'est tout ce travail qui est fait à l'échelle de mon organisation, ce qui veut pas dire que je n'ai pas d'être humain qui travaille avec moi. Voilà, il y a un stagiaire qui est en train d'arriver, je travaille avec beaucoup d'êtres humains, mais je travaille aussi avec beaucoup d'intelligence artificielle. Je dirais que ma force de travail est hybride. Comment vous êtes formé à tous ces outils IA? Alors, je pense que vraiment une grosse partie de mon quotidien consiste à enquêter.
Je suis un enquêteur. Chaque jour, vous vous formez Absolument. aux nouveautés? Oui, j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas un jour où je découvre pas un nouvel outil, où je ne teste pas un nouvel outil. Je suis constamment à l'affût des nouvelles choses qui pourraient arriver. Et en fait, moi, ma valeur ajoutée, c'est quoi? Pas ma seule valeur ajoutée, mais c'est l'une de mes valeurs ajoutées. C'est de savoir un petit peu avant tout le monde quels sont les outils qui sont en train d'émerger, qui ont une valeur ajoutée substantielle, pour que je puisse l'amener à mes clients, de sorte à ce que mes clients aient accès à ces outils avant tout le monde. Alors, vous pouvez nous dire lequel vous trouvez le plus enthousiasmant en ce moment, que vous avez découvert récemment et qui vous fait un petit effet waouh? Alors, il y a un outil que j'ai découvert récemment qui s'appelle Happenstance. On pourra le mettre en lien de votre podcast si vous voulez, mais c'est un outil. Vous allez le connecter à votre LinkedIn. Donc, il va processer votre LinkedIn pendant plusieurs heures. Et une fois qu'il aura fait ce travail de processer votre LinkedIn pendant plusieurs heures, eh bien, en fait, vous allez pouvoir lui poser des questions sur votre réseau. Voilà, aujourd'hui, je parlais à quelqu'un qui est dans le marketing depuis 3 ans, que je connais bien. Tu penses à qui? Il te le sort, tu appuies sur un bouton, tu lui envoies un message. Et c'est bien plus puissant que les filtres LinkedIn. Parce que là, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va capter la biographie des gens. Donc, il y a un filtre LinkedIn n'est pas capable de faire ça. Donc ça, c'est un outil que je trouve génial, ultra puissant, ultra malin. Mais pour la petite histoire, c'est pas une IA qui nous a fait nous rencontrer là autour de ce micro aujourd'hui. C'est une connaissance commune. Et oui. Donc preuve que l'humain aussi a encore son rôle à jouer dans la mise en relation des contacts communs. Mais complètement. Et d'ailleurs, je me permets juste de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Moi, mon intuition, c'est quoi? Évidemment, je pense que l'intelligence artificielle va prendre une place majeure dans le monde du travail, dans l'automatisation des processus. Mais je pense que l'humain va rester central. Et c'est important de bien le prendre en compte. C'est que, au fur et à mesure qu'on a des intelligences artificielles qui sont capables d'automatiser les choses, eh bien en fait, finalement, l'humain va devenir encore plus important, mais sous l'angle de la décision, sous l'angle de l'intuition, sous l'angle de la stratégie et de manière générale, sous l'angle des soft skills, le management, la sensibilité. Là, c'est des choses que les intelligences artificielles n'ont pas. Donc du coup, c'est des compétences qui vont devenir majeures pour les humains demain. Est-ce qu'on n'en viendrait pas à parler de ce nouveau rôle que vous avez au niveau national, ambassadeur du plan Oser l'IA? Comment c'est arrivé et à quoi ça sert? Alors, l'objectif de ce plan, c'est quoi? C'est que d'ici 2030, 80% des PME et 100% des grands groupes aient adopté l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, il y a des ambassadeurs, dont je fais partie, qui ont pour rôle de sensibiliser les chefs d'entreprise et d'aller acculturer les dirigeants à l'intelligence artificielle et à tout ce que ça peut leur apporter au sein de leur organisation. Et en fait, en tant qu'ambassadeur, je suis un peu le lien entre les services de l'État, le gouvernement, la ministre de l'intelligence artificielle et les chefs d'entreprise, les dirigeants qui savent pas en fait souvent sous quel angle prendre l'intelligence artificielle et par quoi démarrer. Donc c'est très intéressant d'être en contact à la fois avec vraiment les services du ministre, le gouvernement et l'administration aussi, la direction générale des entreprises qui pilote au quotidien ce sujet, et les chefs d'entreprise qui, eux, sont dans le dur. Comment on doit intégrer l'intelligence artificielle dans le quotidien? Avoir ces deux casquettes, c'est hyper intéressant et on est là pour faire le lien entre la vision et l'opérationnel. Est-ce qu'on a parlé de tous les points pendant cette conversation? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez ajouter, conseiller aux auditrices et aux auditeurs? Moi, ce que je conseille aux auditrices et aux auditeurs, c'est d'y aller en fait. C'est d'y aller, c'est de pas avoir peur. Qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn. Je prendrai un moment même pour leur parler, pour avoir une discussion. Ce sera pas une IA qui leur répondra? Non, ce sera moi. Mais alors oui, alors ça c'est encore un autre sujet, les clones. Il y a tout un sujet. Je peux créer mon clone qui parle pour moi. Ça c'est encore un autre sujet, mais ce sera moi. Ce sera pas mon clone, même si ce serait techniquement faisable. Hein. Je pourrais staffer mon clone pour répondre. Mais là, bon, ce sera moi. Qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur mon LinkedIn, Bruno Lussato, peut-être qu'on le mettra en lien. J'ai envie de leur dire quoi? L'intelligence artificielle, c'est pas un mur. C'est une porte. En fait, c'est une porte. Faut y aller. C'est le début de quelque chose de nouveau. Et peut-être que c'est ça qui fait que c'est peut-être le truc qui fait qu'ils vont réussir à se déployer, à grandir plus vite. Et je pense vraiment qu'il faut penser que c'est une opportunité. C'est une opportunité d'intelligence artificielle générative. Parce que, juste petit aparté, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, on est sur de la sémantique, mais ça n'a absolument rien à voir. L'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps.
Ça fait 80 ans que ça existe, l'intelligence artificielle. C'est Alan Turing qui est le père de l'intelligence artificielle. Quand vous écoutez la météo et qu'on vous dit que demain il va pleuvoir, c'est de l'intelligence artificielle. Hein. Sur la base des données du passé, on pense que statistiquement, il est probable que demain il pleuve ou il fasse beau. L'intelligence artificielle générative, c'est tout ce qui touche à la génération de contenu autour de l'intelligence artificielle. Et c'est ça la grande révolution qu'il y a depuis 3 ans, c'est de pouvoir générer du texte, c'est de pouvoir générer des images, de la vidéo avec du langage naturel. Là, comme je suis en train de vous parler, on peut aller générer des choses. Et c'est vraiment ça l'innovation. Dernière petite question rituelle, dans Il y a encore du taf. Est-ce que vous, Bruno Lussato, il y aurait un outil d'intelligence artificielle qui n'existe pas encore et dont vous auriez besoin ? C'est une bonne question. Honnêtement. On est honnête, jusque-là. Non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, tout ce que je veux faire aujourd'hui et qui nécessite de l'intelligence artificielle, j'y arrive. C'est juste que je décompose, en fait. Mettons que je veuille faire quelque chose et il n'y a aucune intelligence artificielle générative qui me permette de le faire. Ça arrive tous les jours, en fait. Tous les jours. Du coup, qu'est-ce que je fais ? En fait, cette tâche, je la décompose en sous-tâches. Et je fais en sorte que chacune de ces sous-tâches puisse être traitée par une intelligence artificielle générative existante. Vous avez un exemple à partager ? Ça arrive tous les jours, vous me dites. Je vais vous donner un exemple, mais ceci n'est pas un conseil financier. Je suis en train d'apprendre à investir en bourse. Moi, j'ai jamais investi, j'y connais rien. Là, depuis quelques mois, je m'y intéresse. Et je suis en train d'utiliser tout un ensemble d'intelligence artificielle générative que je connecte aux dernières actualités, que je paramètre en conseiller en gestion de patrimoine et qui me donne des conseils. Donc je suis pas en train de dire aux auditeurs, aux auditrices qu'il faut le faire, mais c'est en tout cas... mais après, c'est vous qui prenez la décision d'investir ou pas ? C'est moi qui prends la décision et j'avoue que je suis bluffé du résultat. Et aujourd'hui, il n'y a pas une intelligence artificielle qui le fait. Alors peut-être qu'un business a lancé cette intelligence artificielle justement pour que les gens qui ne veulent pas décomposer le travail puissent avoir accès à la réponse directement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Bruno Lussato d'avoir accepté mon invitation et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. J'espère que cette rencontre avec Bruno Lussato vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir, et à en parler autour de vous. Pour retrouver l'intégralité des épisodes, rien de plus simple. Vous tapez « Il y a encore du taf » sur votre plateforme de podcast. Et pour être alerté de tous les prochains épisodes, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Bonne écoute et à très vite.